Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition un peu spéciale aujourd'hui. Nous vous proposons de revivre les temps forts de ces derniers mois à travers une sélection des meilleurs reportages de nos régions. Un condensé d'actualité et d'émotions à ne pas manquer. Grenoble, toujours à la pointe de la technologie, et ce, même dans le milieu médical. Pour une première française hors études, un patient se fait poser un nouveau type de pacemaker au CHU. Maintenant, en fait, on a la possibilité d'implanter des stimulateurs sans sonde qu'on appelle double chambre, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un stimulateur sans sonde dans l'oreillette, un stimulateur sans sonde vissé dans le ventricule, et les deux vont communiquer entre eux pour réaliser un synchronisme entre l'oreillette et le ventricule et reproduire la contraction cardiaque physiologique. Une petite révolution car depuis 70 ans, les patients se font majoritairement implanter des stimulateurs complexes avec des sondes. Des dispositifs bien plus lourds et donc avec plus de risques de complications. Les maillons faibles de ce système, c'est les sondes, parce qu'elles peuvent se casser, elles peuvent s'infecter, et on peut penser qu'un patient relativement jeune va avoir un certain nombre de pacemakers dans sa vie et que les sondes ne vont pas durer éternellement. Et ces sondes ont un certain nombre de complications, de risques. Les dispositifs sans sonde ont donc beaucoup d'avantages, notamment dans l'implantation qui est simplifiée. On va le ressertir au cathéter pour pouvoir l'amener dans le cœur, dans l'oreillette. Un cathéter est placé au niveau du pli de l'aine où se situe la veine fémorale. Le chirurgien fait remonter la capsule par cette veine jusqu'au cœur. On teste les constantes pour vérifier qu'il est en bonne position et qu'il fonctionne bien. Un seul problème persiste avec ce dispositif, sa longévité qui ne dépasse pas 10 à 15 ans. Pour des patients jeunes comme celui-ci, il faudra sûrement plusieurs remplacements. Un modèle 2.0 est déjà en développement. Il s'approcherait d'une mini-centrale se rechargeant avec les battements du cœur, avec une durée de vie presque infinie. Le réchauffement climatique force nos forêts à se réinventer. À Floirac, en Gironde, plusieurs organismes expérimentent un dispositif d'exclusion de pluie. L'objectif, analyser leur résistance à la sécheresse et mieux comprendre l'impact de ce changement climatique sur les arbres. Une expérience inédite en pleine forêt proposée par notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Contrairement aux apparences, cette construction en bois, haute de presque 10 mètres, n'est ni une serre ni un élément d'architecture, mais bien un système de protection contre la pluie. L'objectif, c'est de le laisser toujours sur la position automatique, où là, on va piloter via la station météo l'ouverture et fermeture lorsqu'il pleut. À l'arrivée de la pluie, le toit se ferme et abrite les pins maritimes, 8 variétés au total, dont 2 sont particulièrement résistantes à la sécheresse. Environ 60% des précipitations pourront être exclues, au printemps et à l'été. L'objectif, analyser la réaction des arbres soumis au stress hydrique et à la sécheresse, et donc au changement climatique. Tous ces arbres seront instrumentés avec des capteurs qui mesureront en continu leur croissance, la dilatation du tronc, leur stress, le stress hydrique, donc ce qu'on appelle un psychromètre qu'on applique sur le tronc et qui nous donne la teneur en eau du végétal, est-ce qu'il est stressé, est-ce qu'il n'est pas stressé, la quantité d'eau qu'il utilise, ce qu'on appelle le flux de sève, la transpiration de l'arbre, tout ça ce sera enregistré toutes les 30 secondes sur tous les individus qui se trouvent sous le dispositif. Donc ils seront complètement monitorés, comme à l'hôpital, ils auront une batterie de capteurs sur eux pour essayer de regarder leur réponse et notamment à quel moment ils décrochent vis-à-vis d'un stress extrême qu'on va simuler avec ce dispositif. Une expérimentation inédite qui va permettre de poursuivre les études déjà menées en laboratoire en conditions réelles. 10 années seront donc nécessaires pour effectuer des analyses. L'histoire, c'est d'adapter la gestion de la forêt au changement climatique. Et donc ici même, là, sous le dispositif, de tester les pins maritimes et à l'avenir aussi des chênes sur des conditions de stress hydrique, c'est-à-dire de sécheresse, plus fortes encore que celles qu'on attend dans le cadre du réchauffement climatique, pour anticiper un peu justement la réaction des pins maritimes dans ces conditions-là. Une parcelle témoin, soumise, elle, aux précipitations, a été plantée à quelques mètres de là, afin de comparer les résultats. Et puis regardez cette expérience menée par le grand groupe français numéro 1 du luxe mondial LVMH. Tous les 2 ans, ce groupe organise un concours pour toutes ses maisons et ses employés. Une compétition qui récompense l'excellence environnementale des boutiques et des points de vente partout en France et dans le monde. 4 catégories ont nouvellement été créées cette saison. Le bien-être des salariés, la formation des collaborateurs à la sensibilisation des problèmes environnementaux, les pop-up et aussi les vitrines. Écoutons Hélène Valade, la directrice développement et environnement de LVMH, Antoine Arnaud et les réactions des lauréats au micro de Christophe Rigaud.
Celui qui a reçu le prix de l'année qui est Dior Hong Kong China est représentatif de tout ce qu'on peut faire de mieux en matière de management de l'énergie, en matière aussi de façades qui utilisent des matériaux qui peuvent permettre à la fois une isolation parfaite. Là on a gagné donc l'award pour des boutiques temporaires qu'on va donc installer dans les centres commerciaux et on a réussi en fait à réutiliser ce pop-up environ 9 fois. Et en fait, c'est assez compliqué. On a besoin de changer le design d'un pop-up pour créer un peu une atmosphère nouvelle, pour qu'il y ait une nouvelle expérience. Il y a une espèce de cercle vertueux qui se met en place. On a tous envie d'aller dans la même direction. On a des partenaires responsables et qui ont envie de bien faire, qui parfois n'en ont pas exactement ni les moyens, ni les compétences. Et donc on s'entraide pour faire en sorte qu'on soit le plus vertueux possible. Alors que 200 000 personnes parlent breton en France aujourd'hui, Nantes s'impose comme un phare de cette langue. C'est un tournant historique, plus de 1000 élèves et étudiants apprennent le breton dans l'Académie de Nantes cette année. Une hausse de 20% depuis 2020, que ce soit en cursus bilingue ou à l'école d'Iwan, l'engouement pour la langue bretonne est au rendez-vous. Regardez ce reportage de notre partenaire Télé Nantes. Dans cette classe de CP-CE1, la moitié de l'enseignement se fait en breton. Ce jour-là, c'est cours de mathématiques. Ce sont des enfants qui sont dans un bain linguistique depuis la maternelle, donc ils comprennent le breton. Ils produisent à l'oral. Là, le travail de cette année avec les CP, ça va être aussi de produire à l'écrit. Au Marsaudry, 169 élèves sont inscrits cette année en classe bilingue, de la petite section au CM2. C'est la plus grande école à filière britophone de toute la Bretagne historique. Les demandes d'inscription sont en hausse de 20% depuis 2020. Des familles à la recherche d'une diversité linguistique qui deviendra un atout pour leurs enfants. Avec 155 élèves, l'école d'Iwan fait aussi le plein de petits britophones. Ici, l'enseignement du breton se fait en immersion totale. Bonjour, peux se mettre vraiment? Ok. Le breton, j'aime bien ça, c'est une langue moins connue. J'aime bien cette idée d'apprendre une langue pas connue par les gens et de la faire découvrir. Comme cette langue était un peu disparue, les écoles bretonnes, ça nous permet de les faire renaître. Un développement dont se félicite la ville de Nantes, moteur sur la question depuis 2020, avec la nomination d'un adjoint en charge des enjeux bretons. La hausse des effectifs a une explication historique selon lui. La Cité des Ducs de Bretagne n'appartient pas à la région administrative intitulée Région Bretagne. Donc ce paradoxe a des conséquences. C'est notamment une forte envie de Bretagne, mais notamment une forte envie de langue bretonne. Tout ça associé à un fort volontarisme de la ville de Nantes, ça se traduit par une forte augmentation des effectifs. Pour structurer cet essor, la ville a demandé un conventionnement avec l'État dès 2022. Elle attend toujours sa réponse. Créée par 2 habitants du territoire, une entrepreneuse et un agriculteur, dans l'objectif de permettre aux maraîchers de l'Isère d'avoir accès au marché de la restauration collective, Abbé Épluche approvisionne les cuisines collectives iséroises en légumes locaux préalablement épluchés, lavés et coupés. Depuis octobre, l'entreprise élargit son offre en proposant des légumineuses cuites et conditionnées sous vide grâce à sa nouvelle conserverie. Son objectif, créer un lien entre les agriculteurs et les cantines. Potimarron, carottes et choux, les légumes d'hiver sont dans toutes les cantines iséroises. Mais avant d'être servi, le légume brut est traité par Abbé Épluche. Créée en 2012, la légumerie du Fontanil-Cornillon a pour but de tisser un lien entre les producteurs locaux et les cuisines collectives. C'est vraiment un travail qui va vraiment de la source, c'est-à-dire du producteur, qui nous amène ces légumes lui-même ici. Nous ensuite, on va les stocker, on va les éplucher, les laver, les couper, les conditionner et les renvoyer dans les cantines. C'est la plus grosse période pour nous, paradoxalement, l'hiver de légumes, puisque c'est là où on a le plus de légumes. Au printemps, on a peu de légumes parce que tous les légumes de gare sont épuisés. Alors pour travailler toute l'année, l'entreprise a lancé une conserverie et y prépare des légumineuses. Riches en protéines, elles peuvent remplacer la viande pour les menus végétariens. La légumerie encourage les agriculteurs isérois à cultiver des légumineuses et souhaite même développer une filière. Pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, flageolets, c'est toutes des choses qui sont difficiles à préparer en cantine quand on veut les faire en sec, puisqu'il y a une phase de trempage et donc qui est très très longue. Et nous, avec le process qu'on a mis au point, en fait, on peut passer vraiment du sec à une légumineuse prête à utiliser dans les cantines. En 4 heures, la légumerie prépare 96 kg de haricots rouges. Chaque jour, leurs produits permettent de préparer 25 000 repas.
Des petits producteurs aux structures plus importantes, AB Épluche s'approvisionne auprès de 40 producteurs de l'Isère et des départements limitrophes. Nous avons au moins 2 ou 3 producteurs par légume pour éviter les aléas climatiques et avoir les volumes nécessaires lors des gros pics. Nous avons des producteurs locaux pour des clients locaux. Le plus gros client de la légumerie est le département qui fournit 5 cuisines collectives. AB Épluche emploie 12 salariés et transforme 250 tonnes de légumes par an. Voilà comment changer ses habitudes à l'heure du dérèglement climatique. Les collectivités doivent proposer des équipements collectifs et individuels. Alors dans cette commune en Moselle, des composts sont mis à disposition des habitants. Un reportage de notre partenaire Moselle TV sur place. Regardez. Trier, jeter et déposer, la routine à adopter pour composter. Avec les nouvelles consignes de tri, le compostage rentre dans les usages tout doucement. Déjà, ça évacue pas mal de déchets à la maison, donc c'est un côté très pratique, oui. Je dois vous avouer que déjà faire un simple tri normal, c'est super compliqué. Alors faire du compost, je ne suis pas certain que ça marche un jour. Dans ce jardin, l'association Les Coquelicots sensibilise depuis longtemps à ces questions et met à disposition 3 bacs installés depuis une dizaine d'années. C'est là qu'on met, nous, nos déchets organiques et nos déchets de cuisine. Mais on laisse aussi accès à ces composteurs pour les personnes du quartier. Auparavant, les composteurs étaient à l'extérieur de notre jardin et vraiment en libre accès total. Là, je pense qu'il y avait encore plus de personnes qui venaient. Une décision motivée entre autres par un mauvais usage de certains riverains, d'où l'importance de communiquer les bons gestes à destination de la future génération, les mains dans la terre le plus souvent. On va voir toutes les petites bêtes qui habitent dans le compost. Pourquoi est-ce que le compost c'est une matière vivante et du coup comment est-ce qu'on fait pour l'entretenir? Autre alternative, acheter son propre composteur, un équipement à retirer auprès des collectivités, comme ici à Pange. On attend 60 personnes, ce type d'opération rassemble entre 60 et 70 personnes. C'est la 3e opération que nous menons jusqu'à présent, depuis maintenant 1 an et demi. Et la communauté commune au chemin Pays de Pange est engagée depuis 2014. Et les demandes augmentent chaque année, obligeant les communautés de communes à recevoir leur stock plus rapidement. Simplement pour recycler mes déchets ménagers. C'est intéressant quand même de récupérer les déchets. Parce qu'on est toujours en train de tout mettre à la poubelle, moi ça m'intéresse pas. Des conseils sont également donnés pour entretenir son composteur. Très important d'étaler pour redonner de l'oxygène aux épluchures. Le bac de compost en bois coûte en moyenne 35 € en passant par les collectivités. Certaines proposent même de le récupérer gratuitement, de quoi faciliter encore plus ces nouvelles habitudes. Et si le bain de mer était la solution pour bien vieillir? Dans cette EHPAD en Martinique, les résidents attendent chaque vendredi cet incontournable rendez-vous. Un véritable moment de bien-être pour ces personnes âgées. C'est un reportage de notre partenaire Via ATV en Martinique. Regardez. Je suis comme un poisson dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau. Paulina a 92 ans et un grand sourire aux lèvres. Pour ces résidents de l'EHPAD du Marin, ces baignades à Lance-Figuier sont un réel moment d'évasion. Le fait de rester toujours dans la chambre et puis sortir, venir ici peut-être tous les fin du mois, bien début de mois, ça me fait du bien. Un bain de mer qui procure de la détente, mais pas seulement. Les encadrants profitent de ce moment pour travailler certains muscles et articulations peu mobilisés au quotidien. Donc là, ça va être essentiellement des activités pour vraiment débloquer un peu leur mobilité dans l'eau. Parce que c'est un milieu où justement on va travailler tout ce qui est les muscles profonds, toutes les articulations. Et ça va permettre de travailler des exercices qui ont plus de mal sur terre à faire et donc dans l'eau ils ont plus d'aisance. Le projet est né il y a 1 an, porté par un jeune professionnel de la maison de retraite. Âgé de 26 ans, il est enseignant en activité physique adaptée et nageur sauveteur. Pour lui, l'eau est un espace privilégié de stimulation cognitive. La pratique est mise en avant par plusieurs déplacements dans l'eau. Donc l'objectif, c'est aussi de travailler la confiance en soi, l'autonomie, le développement de l'autonomie dans l'eau. Une matinée pour bouger, nager, s'amuser et s'évader de la routine du quotidien. L'heure est à présent venue pour Jeannot, Pauline et les autres pensionnaires de retourner à l'EHPAD du Marin en attendant vendredi prochain avec impatience. Nous étions le plus heureux, ce bon coin. Face au vieillissement de la population, de nouvelles initiatives voient le jour afin d'entretenir la mobilité des personnes âgées. De nouvelles structures qui s'apparentent à des aires de jeu pour enfants se développent dans le sud de la France. Olivier Michel pour Via Occitanie a testé celle installée à Alès dans le Gard.
La structure a tout d'une aire de jeu pour enfants, à laquelle il ne manquerait que le toboggan. En réalité, il s'agit là d'un parcours santé pour seniors. Et c'est bien, ça fait un petit exercice en plus de notre gymnastique. Au début, je croyais que c'était pour les gamins, parce que vu la hauteur, tout ça, et en fin de compte, quand je l'ai essayé, j'ai vu que c'était dur et c'était bien pour les adultes. La structure a un objectif simple, maintenir une activité physique et lutter contre la perte de mobilité. Alors il travaille les bras, les jambes, les poignets, les doigts, le fait de rester stable, tous ces éléments d'équilibre qui ont un vrai plus pour la motricité et pour rester en bonne santé. Derrière ce produit conçu par des ergots et kinésithérapeutes, une société finlandaise, elle a lancé en l'an 2000 une gamme senior qui s'est démocratisée en France dans les EHPAD en 2010 et gagne aujourd'hui les collectivités. C'est des équipements qui permettent de reproduire des gestes au quotidien des seniors, type monter un escalier, bouger le bras pour aller chercher une casserole en hauteur, par exemple. Et donc les kinés se servent de ces modules pour reproduire ces gestes au quotidien. L'exercice extérieur est très bon, certes, pour le corps, mais également pour tout ce qui est cérébral. Des bénéfices physiques et d'autres induits, car qui dit perte de mobilité dit moins de sorties et donc isolement et risque de désociabilisation. Coût de la structure 22 000 €, judicieusement implantée devant une école, elle peut être utilisée par tous, histoire de favoriser également le lien social et intergénérationnel. Connue pour son célèbre circuit, la ville du Mans est aussi un pôle de formation unique en France et en Europe dans le domaine du son. Je vous propose de partir à la découverte du laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans, où l'on trouve notamment un cabinet de curiosités et une chambre sourde. LMTV Sarthe, Laure Girard, nous fait découvrir cet endroit aussi étrange que déroutant. Écoutez et regardez. Solène est en première année de licence acoustique et vibration. Elle cherche à mesurer les conséquences des fréquences sonores sur une structure. On va avoir un point ici qui va être fixe, et donc ça c'est un nœud. La vibration qui est ici se propage dans l'ensemble de la poutre, et donc si on change la fréquence, on va obtenir un autre résultat. Et donc après ça s'applique pour n'importe quel solide, ça peut être un bâtiment, toutes les vibrations auxquelles peuvent être amenées à un bâtiment, même quand le tramway passe, ce genre de choses. Au LOM, ou laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans, le son est un objet de curiosité. Et quoi de mieux pour le mesurer qu'une batterie de haut-parleurs dans une salle sourde ou semi-anéchoïque. Donc ici, on va piloter chaque haut-parleur pour faire des champs acoustiques spécifiques qui nous intéressent, qui peuvent reproduire des excitations qu'on aurait dans l'industrie. Les murs de cette salle, ce sont des dièdres qui sont faits en mousse. Et donc ils ont une fonction particulière. Quand un son arrive sur ce matériau, il va être complètement absorbé. Le campus du Mans est doté de 3 salles de ce type. On trouve la plus grande au centre de transfert de technologie à 2 pas du LOM. Des concerts y sont même organisés dans le cadre de la Biennale du son. C'est le premier laboratoire européen. Il fait partie des 2 ou 3 laboratoires internationaux donc, dans le domaine. Et en termes de formation, on est en fait la seule université en France qui proposons l'ensemble des formations au niveau de l'acoustique, de la première année, licence première année, jusqu'au doctorat, avec un titre d'ingénieur aussi. 500 étudiants venus du monde entier participent à la recherche en acoustique, un domaine où science et créativité s'entendent très bien, vous l'aurez compris. Nous partons pour la Bretagne, où Clément transforme les peaux d'ananas en bijoux et en portefeuille. Ce jeune artisan a réussi à remplacer le cuir animal par un cuir 100% végétal. Les peaux des fruits sont récupérées auprès de l'entreprise Brésil, spécialisée dans la production de rhum à Plougastel d'Aoulas. Chaque pièce est unique par sa manufacture et ses matières. Un reportage d'Enora Lenôtre pour notre partenaire sur place, TBO. Bonjour à tous, moi c'est Clément Collin, je suis artisan designer écologue et je vais vous montrer comment je transforme une peau d'ananas en quelque chose utilisable en maroquinerie, en bijouterie ou en design. On va faire un porte-monnaie avec tout ce qu'il y a là. Hop, on va commencer par les petites pochettes. L'idée de transformer les peaux de fruits pour proposer une alternative végétale au cuir animal, c'est né d'une problématique de développer des nouveaux procédés de fabrication plus écologiques, de nouvelles matières plus écologiques, de mettre tout ça en place et de montrer en fait qu'on peut faire très propre. C'est une matière qui se travaille différemment du cuir animal.
où il a fallu un peu réadapter le savoir-faire et donc pas utiliser exactement les mêmes outils et pas utiliser exactement les mêmes gestes. Pour me fournir en peau d'ananas, je fonctionne avec Brésil, qui est une petite entreprise à Plougastel qui fabrique du rhum arrangé. Donc je viens chez eux récupérer les peaux parce qu'ils utilisent beaucoup d'ananas. Pour préparer la peau, ça va me prendre 3 semaines. On est sur globalement 8-9 heures de travail pour un porte-monnaie. On peut retrouver les porte-cartes avec de la peau d'ananas. Les porte-monnaies, pareil en peau d'ananas. Je fais aussi des bijoux. J'utilise aussi d'autres peaux de fruits, notamment les peaux des cucurbitacées type melon pastèque, melon jaune. Là, on peut retrouver une bague en pomelo teint en rose. Et on retrouve bien le graphisme naturel de la peau de fruits. On peut retrouver mes créations sur ma boutique en ligne milkycreation.com. Et aussi, on peut retrouver quelques bijoux à la boutique Chat à l'or de Quimper. Allez, remontons le temps dans cette édition avec les métiers d'autrefois. Dans la Sarthe, des passionnés veillent au patrimoine historique de leur territoire grâce à un musée d'antan. Les vieux outils, gardiens des savoir-faire presque perdus, y sont exposés. Un musée en forme de mémoire matérielle que nous fait découvrir Enzo Maubert pour LMTV Sarthe. C'est un endroit où la rouille raconte l'histoire. Celle de nos aïeux jadis briquetiers, tonneliers ou sabotiers. Là, on a 2 énormes machines en fonte qui ont permis, au début 20e, là encore, de fabriquer de façon mécanisée ce que nos anciens faisaient à la main avec des outils différents. Voilà 20 ans que Richard et d'autres bénévoles ont fondé ce musée en hommage au métier d'antan. La première chose, c'est sauver la mémoire. Et pour sauver la mémoire, eh bien, l'outil, la machine, l'instrument, c'est fondamental. On a trop d'outils qui sont partis à la ferraille, de bois qui ont été brûlés. Donc là, on est dans un lieu de mémoire, un lieu de sauvegarde. Effectivement. Des milliers d'outils, bien souvent donnés, parfois restaurés, témoins de savoir-faire implantés en Sarthe, comme la fabrique de bardage. Ou tout simplement témoin d'une époque et d'un quotidien. On a des pièges pour prendre les taupes, on a la cisaille pour tailler la haie, on a aussi les accessoires de la cheminée, on a des trépieds. C'est à l'occasion du départ d'un paysan, quand il part à la retraite, il y a toujours du fourbi. Alors justement, le fourbi, c'est ce qui nous intéresse. Ce sont des outils souvent anciens, ils sont même parfois cassés, il manque un manche, etc. Ils ne servent plus à personne. Mais ils vont garder un intérêt pour nous, ils vont être la matière de notre musée. Un musée en recherche de bénévoles et notamment de jeunes, car faire vivre ce patrimoine demande du temps. Les visites se font sur rendez-vous à Pruyé-l'Aiguiller. Adieu Checheux. Après 6 décennies de scène, une page se tourne pour une légende locale de l'Aube, Jean-Marie Chevrier. Il tire sa révérence entre les années yéyé, les reprises de Johnny et ses soirées piano-voix. Il performait son tout dernier concert avec son groupe Les Frock and Roll à la Chapelle Saint-Luc d'ailleurs. Notre partenaire Canal 32 a eu la chance d'y être invité. Regardez. Sa voix n'a rien perdu. Durant 3 heures de scène, Jean-Marie Chevrier, 77 ans, reprend les classiques des années 80. Un concert un peu particulier pour le groupe Les Frock and Roll, qui s'apprête à dire au revoir à son chanteur. Je suis monté sur scène la première fois le 10 juillet 1964. J'en suis jamais redescendu, donc 1964-2024, je pense que ça fait 60 ans. Donc voilà, il faut arrêter un jour, il faut laisser la place aux jeunes. Le restaurant Le Sarail affiche complet. Il faut dire que les adieux de Checheux ont créé l'émotion. Dans la salle, des amis, des compagnons de scène, des fans aussi, qui l'ont suivi durant toutes ces années. Comme vous pouvez peut-être le voir, c'est vraiment complet et je suis vraiment très heureuse de l'accueillir avec tous ces musiciens. C'est vraiment des gens qui viennent de tous les âges, de mes débuts jusque dans les années 80, donc c'est beaucoup de gens qui m'ont suivi tout au long de ma carrière. Une carrière modeste qui débute dans les années 60 et qu'il poursuivra à travers les époques. Plus d'1 millier de dates aux 4 coins du département, des souvenirs qu'il a consignés dans un petit livre, La musique dans la peau. J'ai passé toutes les étapes, donc les yéyés, le rock des années 60, la variété des années 70, toutes les années 70, 180,
Après, en tant que DJ, voilà, j'ai vu passer se former des couples. Son groupe de rock, une ultime page qui va donc elle aussi se tourner après 15 ans de camaraderie. Ça fait tout le temps un petit pincement au cœur. Après, bon, la scène c'est fatigant, hein, voilà. Donc on va faire un peu un renouveau au niveau du groupe. Mais bon, il sera toujours présent, les concerts, il sera peut-être là aussi un peu. Hein. Oh bah, j'admirerais, hein, peut-être en chanter une ou deux. Voilà. Mécanicien de carrière et chanteur de son état. L'heure de profiter de la retraite auprès de sa famille. Au revoir à tous et merci d'avoir suivi le Grand JT des Territoires, spécial fête de Noël. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Bonne fête de Noël à tous.